Le gérant du magasin n'a pas posé de questions. Il a pointé du doigt Naomi, une étudiante brillante de 17 ans, et l'a accusée de vol, juste là, devant tout le monde. Aucune preuve, aucune raison, juste sa peau et le sac à dos qu'elle n'avait même pas encore acheté. Quelques minutes plus tard, elle était menottée, entourée de silence, jugée avant que quiconque ne l'entende parler. Et quand elle était au tribunal, le juge ne l'a pas regardée dans les yeux, n'a pas posé de questions sur les images de surveillance et a simplement soulevé la question, accusée de vol, et passé à autre chose. Pourquoi un tribunal ignorerait-il la vérité alors qu'elle est là, devant la caméra? Laissez tomber votre pensée dans les commentaires. Cliquez sur « J'aime » si cela vous fait réfléchir et n'oubliez pas de vous abonner. Maintenant, revenons là où ça se passe. Tout a commencé. Naomi Brooks avait toujours joué selon les règles, à 17 ans classe et fraîchement acceptée dans le programme de pré-droit de l'UCLA. Elle était le genre d'étudiante enseignante dont Sharp se vantait concentrée, inébranlablement gentille. Son conseiller d'orientation l'a un jour qualifiée de référence non seulement pour les étudiants noirs, mais pour tout étudiant avec un rêve et la discipline pour le poursuivre. Ce samedi matin, la maison sentait la cannelée de la lessive. La mère de Naomi s'était réveillée tôt pour cuisiner, et son père était assis à la table de la cuisine en train de corriger des copies avec un stylo rouge bourdonnant doucement. Ils n'avaient pas grand-chose, mais ils ont réussi à le faire fonctionner. 2 enseignants d'école publique à Tempe, en Arizona, qui croyaient aux livres, aux prières avant de dormir et à la capacité de se tenir debout quoi qu'il arrive, Naomi, elle, entra dans la cuisine déjà habillée, ses boucles tirées en arrière dans une queue de cheval soignée. Elle jeta son sac à dos effiloché sur une épaule. Elle avait à peine survécu à la première année et avait embrassé sa mère sur la joue. « Je sors, » dit-elle, « j'en ai besoin d'un nouveau avant le début définitif. »« Ne dépense pas une fortune, » répondit sa mère avec un sourire. « Tu n'achètes pas un valise, juste quelque chose pour garder tes rêves ensemble. » Naomi rit en attrapant les clés. Elle ne leur a pas dit comment elle était nerveuse à propos de tous ces derniers temps. La pression, les attentes, la peur qu'un faux pas puisse anéantir des années de travail acharné, elle n'en avait pas besoin. Ses parents le savaient et ils croyaient en elle. Le magazine Elle a choisi n'était pas fantaisiste. Budget Marche se tenait entre un prêteur sur gage et un établissement de prêt sur salaire, mais c'était proche et j'y suis déjà allé. À l'intérieur, les lumières fluorescentes bourdonnaient au-dessus de ma tête. Les enfants couraient en liberté laisse-aller et quelqu'un criait pour vérifier le prix toutes les 5 minutes. Naomi a trouvé ce dont elle avait besoin rapidement, un bleu marine unisac, à dos bleu avec des fermetures éclairs solides et suffisamment de compartiments pour organiser une guerre. Elle le serrait dans une main, son téléphone dans l'autre et se tenait dans la file en faisant défiler son texte. Elle ne l'a pas vu venir. Un homme en polo rouge au milieu de la trentaine, une fine barbe, un presse-papier dans la main, lui tapota l'épaule avec 2 doigts. « Tu dois venir avec moi », dit-il en hochant la tête vers l'arrière du magasin. Naomi cligna des yeux, confuse. « Qu'est-ce que quelqu'un ne veut pas dire ?» dit-il catégoriquement. « Ils t'ont vu. Mettre de la marchandise dans ton sac. » Son cœur s'est arrêté. « Je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai même pas fait. » Mais il marchait déjà. Quelques clients à proximité se sont retournés pour regarder, certains avec curiosité, d'autres avec jugement. Naomi resta figée une demi-seconde, puis le suivit. Le bureau, à l'arrière, était à peine plus grand qu'un placard de concierge. L'homme désigna une chaise en métal. « Ici, assieds-toi. Vide tes poches et ton sac. »« Je ne l'ai pas encore payé, » dit Naomi, voix tremblante. « Mais je n'ai rien pris d'autre. »« Politique, » murmura-t-il. « Il faut vérifier. » Elle ouvrit le sac à dos, toujours étiqueté, intact, et la plaça sur la table à côté de son téléphone, de son baume à lèvres et de son portefeuille. Rien de plus, rien de caché, rien de volé. Il avait l'air déçu. Pendant un moment, Naomi a pensé que c'était peut-être fini. Un malentendu, des excuses silencieuses, peut-être qu'il lui offrirait une réduction pour compenser. Au lieu de cela, il a décroché le téléphone. « J'ai un voleur à l'étalage, » a-t-il dit. « 8 femmes noires du milieu à la fin de l'adolescence,
Envoie quelqu'un. Naomi le regarda, son ventre se creusant. Tu appelles le police? C'est la politique de l'entreprise. Je n'ai rien pris. Il n'a pas répondu. Quand l'officier est arrivé, il était poli et calme. Il s'est même excusé en lui menottant le poignet dans le dos. Il a dit qu'il devait suivre la procédure. Il a dit que ce n'était pas personnel. Naomi a traversé le magasin une deuxième fois, cette fois menottée. Les têtes se sont tournées, les téléphones sont sortis. Personne n'a demandé son nom. Nonon lui a demandé son histoire. Dehors, la chaleur l'a pressée comme une punition. Elle a été placée à l'arrière du croiseur. La porte claqua à côté d'elle. Elle fixa son reflet dans la cloison vitrée. Incapable de pleurer, cela ne semblait pas réel. J'avais l'impression que c'était quelque chose qui arrivait à d'autres enfants, des enfants qui se faisaient prendre, qui avaient fait des erreurs et qui le méritaient. Mais elle ne l'était pas. L'une d'entre elles, elle avait tout fait correctement. Et pourtant, d'une manière ou d'une autre, cela se produisait. Au commissariat, la lumière fluorescente semblait plus froide et plus dure. Naomi était assise sur un banc en métal, les mains menottées devant elle. Maintenant, les poignets lisent toujours le trajet. Personne ne lui a parlé au-delà des instructions coupées. Un presse-papier ici, une empreinte digitale scannée là. L'officier qui l'a amené avait changé. Moins poli, maintenant plus calme, moins de contact visuel, comme si sa présence était un inconvénient. Pas un être humain ayant besoin de réponse, mais un nom à traiter. Elle a essayé de parler, n'a rien volé, dit-elle. Il n'a pas levé les yeux. Dis-le au juge. Mais il y a une vidéo. Il doit y en avoir une, dit sèchement Missy. Vous avez le droit de garder le silence. Utilisez-le. Ils l'ont prise en photo et lui ont donné un sandwich en film plastique qu'elle ne pouvait pas manger, elle. A passé son nom dans un système qui ne l'avait jamais rencontré mais qui avait déjà une place pour elle. Au moment où ils lui ont remis une accusation feuille d'Elivol à l'étalage, moins de 500 $, ses mains tremblaient trop fort pour tenir le papier. Sa date d'audience était prévue pour 3 semaines plus tard. Pas encore de défenseur public. Aucune explication de ce qui est arrivé ensuite, juste un papier, un numéro et un accueil silencieux vers le hall. Son père était déjà dehors, faisant les 100 pas sous un lampadaire vacillant, la mâchoire serrée si fort qu'elle semblait sur le point de se briser. Lorsque Naomi franchit les portes, il se précipita en avant, mais s'arrêta en regardant. Les menottes qui venaient d'être retirées pointaient haut, l'encre maculée sur ses doigts. « Bébé », murmura-t-il. Elle essaya de sourire, mais ses lèvres bougèrent à peine. Ils ne parlèrent. Pas la voiture. Naomi a regardé par la fenêtre pendant tout le trajet de retour en rejouant le moment dans le magasin encore et encore. Qu'avait-elle fait différemment? Qu'aurait-elle pu dire? Comment tout a-t-il pu s'effondrer? Si vite, quand ils sont arrivés dans l'allée, sa mère l'attendait sur le porche. Elle s'est précipitée en avant, serrant Naomi si fort que ça lui a fait mal. « Est-ce que tu vas bien? T'ont-ils fait du mal? » « Est-ce qu'ils l'ont fait? » Naomi hocha la tête d'un air hébété. « Je vais bien, maman. » Mais elle n'était pas à l'intérieur. La nuit, Naomi était allongée dans son lit, les yeux fixés sur le plafond, toujours entièrement habillée, son vieux sac à dos jeté par terre comme un fantôme de celle qu'elle était. Elle n'a pas pleuré jusqu'à ce que la maison devienne silencieuse. Puis elle a laissé faire. De lents sanglots silencieux, précédant son oreiller secouant ses épaules, elle pleurait pour sa bourse, pour les lettres de recommandation qu'elle avait alignées, pour les appels téléphoniques qu'elle savait qu'ils arriveraient une fois que la nouvelle se serait répandue concernant le doute qu'elle pouvait déjà entendre dans les pensées des gens voix, elle semblait être une bonne enfant. Eh bien, on ne connaît jamais vraiment quelqu'un, n'est-ce pas? Elle enfouit son visage plus profondément dans l'oreiller. Elle ne voulait pas réveiller ses parents. Elle ne voulait pas qu'ils la voient brisée comme ça. Mais au matin, il savait que c'était fini. Au petit déjeuner, sa mère bougeait lentement en remuant des flocons d'avoine que personne ne voulait manger. Son père était assis à la table, les yeux fixés, sur le rapport de police plié dans sa main. L'air était trop calme. « Elle a besoin d'un avocat », dit finalement son père. « Quelqu'un qui se bat réellement. Nous ne laissons pas cela de côté. » Sa mère n'a pas répondu au début, puis doucement. « Ce que nous devons faire, c'est
Protégez-la en faisant quoi que ce soit, en ne disant rien. Les laisser mettre un disque sur notre fille comme si elle était jetable. Crier-je ne l'aiderait pas non plus. Je ne crie pas. Tu es en colère, et tu as peur. Je suis sa mère, et je suis son père. Leur voix s'est levée, puis est tombée tout aussi rapidement. Naomi était assise au comptoir, sans dire un mot, les mains enroulées autour d'une tasse de thé qui avait, elle, se sentait invisible, comme si la pièce tournait, et elle était juste coincée au centre de tout cela, les regardant se disputer à son sujet, pas avec elle. C'est elle qui a été arrêtée, celle qui a fait honte, celle qui, elle, ne pouvait même pas dormir sans sentir le poids des menottes sur sa peau. Mais d'une certaine manière, sa voix n'était pas dans le conversation qui, plus que tout, la faisait se sentir seule. Plus tard dans l'après-midi, Naomi a ouvert son bulletin d'acceptation à l'université. Lettre à nouveau les bords usés par le nombre de fois qu'elle l'avait relu dans des jours meilleurs. Son nom était toujours là en gras, en haut, mais maintenant on aurait dit qu'il appartenait à quelqu'un d'autre. Naomi n'avait pas dormi la nuit avant son audience. Elle avait repassé sa plus belle robe bleu marine avec un décolleté modeste et imprimé chaque document que son conseiller d'orientation avait déjà écrit pour ses relevés de notes, lettres de recommandation, récompenses, preuve qu'il n'était pas une criminelle. Elle n'avait pas sa place dans ce bâtiment où tout le monde avait l'air fatigué et où personne n'établissait de contact visuel. Le palais de justice du comté de Maricopa était plus froid qu'elle ne l'avait prévu. Pas seulement la température, mais la façon dont les gens se déplacent rapidement et distraite comme si la justice n'était qu'une autre tâche à accomplir avant le déjeuner. Elle était assise à côté de son avocat nommé par le tribunal. L'avocat, M. Halverson, un homme chauve avec un sourire fatigué et une tache de café sur le visage, la salua poliment et hocha la tête vers le dossier qu'elle serrait contre sa poitrine. « Nous allons nous en sortir, » dit-il. « Juste reste calme. Réponds à ce qu'on te demande. Ne fais pas de vagues. » Elle voulait le croire. Vraiment fait. Quand ils ont appelé son nom, le numéro de dossier de Naomi Brooke, 68321, le sang s'est retiré de son visage. Son père lui serra la main. Sa mère murmura une prière. Naomi se leva les jambes tremblantes et marcha vers la défenstable Halverson, suivit en mélangeant les papiers. Puis le juge entra. Éléonore. Vince robe, noire pommette, haute, yeux comme du verre froid. Elle n'a pas souri, n'a pas levé les yeux et n'a même pas jeté un coup d'œil à Naomi. Ce qu'elle a fait, c'est ouvrir un dossier à un seul rapport de police et l'a lu pendant exactement 20 secondes, avant de se pencher en arrière sur sa chaise avec un soupir. « Mademoiselle Brooks », elle a dit que sa voix était coupée, presque ennuyée. « Vous plaidez non coupable ?»« Oui, votre honneur », a dit Naomi d'une voix claire. Bien que ses genoux semblaient sur le point de céder, M. Halverson s'éclaircit la gorge. « Votre honneur », la défense a apporté plusieurs références de caractère et dossiers académiques qui témoignent de l'intégrité de mon client. Nous demandons également accès aux images de sécurité du magasin dont la requête est refusée. Le juge Vance a interrompu sans lever les yeux. Ceci, le tribunal estime qu'il y a suffisamment de motifs pour procéder sur la base du rapport de l'officier Halverson, cligna des yeux. Mais, votre honneur, les images que j'ai à déclarer l'avocat refusé. Naomi a regardé son avocat en attendant qu'il insiste davantage. Dites quelque chose de plus fort. Exigé d'être entendu, mais il ajusta seulement ses lunettes et murmura. Notez. C'était ça. La salle d'audience aurait aussi bien pu rester silencieuse. Naomi a ouvert la bouche prête à parler pour elle-même. Mais le juge Vance ne lui en a pas laissé l'occasion. Ce n'est pas une discussion. Mademoiselle Brooks, vous avez plaidé coupable, nous organiserons une audience préliminaire dans 2 semaines. Puis elle s'est tournée vers le procureur, une jeune femme avec une queue de cheval lisse et un dossier rempli de papiers soigneusement découpés. Souhaitez-vous modifier les frais? Le procureur n'a pas hésité. Oui, votre honneur. Sur la base de nouvelles informations et de l'intention perçue de l'accusé, l'État s'apprête à élever l'accusation à celle de vol qualifié. La tête de Tmidonentote, Naomi, a été arrachée, ce que Halverson a fait. Objection. Votre honneur, c'est absurde. La valeur de l'objet. Assez, aboya le juge Vance. Ce tribunal laissera un jury décider. La salle pulsait avec un choc silencieux.
Naomi regarda la galerie où ses parents étaient assis, figés. Sa mère avait la main pressée contre ses lèvres. Les poings de son père étaient serrés si fort que ses jointures étaient devenues blanches. Le juge a continué sans pause. La caution est fixée à 5 000 $. Le défendeur doit revenir pour pré-procès dans 3 semaines. Elle a frappé le marteau. Une fois. Fait comme ça, Naomi's jambes bougeaient à peine alors qu'elle suivait Alverson hors de la salle d'audience. Il marmonna quelque chose à propos du dépôt d'une requête de reconsidérer, mais cela ressemblait à de la fumée vide s'évanouissant avant d'atteindre ses oreilles. Son monde s'effondrait. Elle ne se sentait pas en colère ou triste, ou même effrayée, juste engourdie. Le genre d'engourdissement qui s'enfonce, dont Host te font te demander si tu étais réel au départ. Il ne l'avait pas vu ce jour-là. Pas vraiment. Pas le élève d'honneur, pas la fille qui est restée éveillée tard, pour aider sa mère à corriger ses devoirs, pas la fille qui voulait devenir une avocate parce qu'elle croyait en la justice. Non, pour eux, elle n'était qu'un classeur, un visage sur une page, et peut-être que c'est tout ce qu'elle serait jamais. La cafétéria à l'intérieur du palais de justice sentait le café brûlé des frites froides. Naomi était assise à une table d'angle, son dossier judiciaire soigneusement empilé devant elle comme une barricade. Elle n'avait pas touché à sa nourriture. Son estomac avait l'impression d'avoir rétréci jusqu'à ne plus rien. En face d'elle, sa mère remuait une tasse de thé en train de le boire. Son père faisait défiler son téléphone, la mâchoire serrée, le pouce immobile. Pendant quelques longues minutes, personne n'a dit un puis son père parla. « Nous ne laisserons pas cela se produire », dit-il d'une voix basse mais ferme. « Nous engageons un véritable avocat. Nous y allons public si nous devons le faire. Toute cette affaire pue. » La main de sa mère tressaillit. Elle leva brusquement les yeux. Et quelle invitation le journaliste, qui la poursuivent dans l'école, font d'elle le visage d'un titre de protestation. Elle a 17 ans, Harold, pas un martyr. Elle n'est pas non plus une criminelle. Il a rétorqué. Vous avez vu ce que ce juge a fait. Il ne l'a même pas regardé. Ils nous font subir des coups bas, fille, et nous sommes censés rester silencieux. Je dis que nous la protégeons. Moi aussi. Mais pas en prétendant que ce n'est pas le cas. Leurs voix restèrent basses, mais l'émotion derrière elles n'était pas du tout silencieuse. Naomi était assise entre elles, se rétrécissant intérieurement. Elle ne voulait être le symbole de personne. Elle ne voulait pas de caméra de presse ni de conférence de presse. Elle voulait juste sa vie, point retour. Mais, et si le silence était pire? Et si rester silencieux signifiait les laisser gagner? Elle a sorti son téléphone, ses doigts tremblant légèrement. Elle n'avait pas parlé à Marcus depuis presque 2 semaines. Non, pas parce que quelque chose n'allait pas. Il était juste toujours occupé enterré dans la politique de Washington, D.C., dossier judiciaire, réunion sans fin avec des gens en costume qui l'appelaient Général Brooks, mais pour l'instant, elle n'avait pas besoin de la version de lui qui travaillait derrière un podium. Elle en avait besoin son frère. Elle a ouvert leur ancien fil de discussion. Naomi, c'est arrivé, ils ont augmenté les frais. Le juge ne veut même pas regarder les images. Elle a appuyé sur « Envoyer », puis a hésité, puis a ajouté « Je ne sais pas quoi faire ». Le message accroché là sur l'écran clignotant comme une blessure, elle a verrouillé le téléphone, a pris une inspiration et l'a laissé reposer en silence. 1 minute s'est écoulée, puis l'écran s'est allumé. « Marcus, reste là. J'arrive. » C'était ça. 5 mots, pas de ponctuation, pas de délai. Naomi le fixa. Pendant 1 seconde, elle ne sut pas quoi ressentir. Le soulagement frappa en premier, mais pas comme un vague, plutôt comme une chaleur lente se répandant dans sa poitrine. Puis vint l'incrédulité, la tension qui était enroulée dans sa colonne vertébrale depuis des jours commençait à se relâcher. Un peu. Elle ne savait pas ce que Marcus pouvait. Je ne savais pas ce que cela signifiait pour lui devenir. Mais quelqu'un l'a cru, pas n'importe qui. Quelqu'un qui avait du pouvoir. Et il ne posait pas de questions. Il bougeait. Sa mère remarqua son expression et se pencha. « Qui était-ce » Naomi, elle, hésita. « Marcus » Sa mère fronça les sourcils. « Tu lui as dit » ?»« J'en avais besoin. » Le regard de sa mère parcourut la pièce,
comme si les journalistes pouvaient y faire irruption à travers les murs à tout moment. « Naomi, tu ne sais pas ce que cela pourrait signifier? Il a un publicimage? Tu ne veux pas devenir? »« Je le suis déjà, » dit doucement Naomi. Son père la regarda, puis regarda vraiment. Quoi a-t-il dit que Naomi tournait le téléphone pour pouvoir lire l'écran? Il hocha la tête une fois. Bien. Sa mère ne parla pas. Elle baissa les yeux vers son thé et ne dit rien. Mais Naomi ne se sentait plus comme une enfant. Pas aujourd'hui. Elle se rassit dans son chaise, ferma les yeux un instant. Le palais de justice bourdonnait toujours autour de ses avocats discutant. Les gardes se traînant devant des voix résonnaient dans les couloirs. Mais en elle, quelque chose avait changé. Pendant des jours, elle avait rétrécissait, s'atténuait, se taisait. Maintenant, quelqu'un avait allumé une mèche. Et quoi qu'il arrive ensuite, elle ne l'affronterait pas seule. À Washington, D.C., il pleuvait. Marcus Brooks se tenait à ses côtés, fenêtre du bureau, regardant des traînées grises brouiller le dôme du Capitole. Son téléphone vibra à nouveau, mais il l'ignora. Ses yeux étaient fixés sur une seule, texto que Naomi avait envoyé 20 minutes. Plus tôt, c'est arrivé, ils ont augmenté les frais. Le juge ne veut même pas regarder les images. Je ne sais pas quoi faire. Cette dernière phrase l'a frappé à la poitrine plus fort que tout ce qu'il avait lu depuis des années. Il n'a pas fait les 100 pas. Il n'a pas paniqué. Il s'est déplacé avec détermination. Au moment où son assistante a passé la tête, pour poser des questions sur un briefing avec le groupe de travail du procureur général, Marcus était déjà en train de retrousser ses manches et de composer un numéro de mémoire. La ligne a sonné une fois, puis 2 fois. Puis, Ross, Caleb. J'ai besoin de toi en Arizona, il y a eu une pause. Puis, Naomi se fait harceler. Le juge ne veut pas examiner les preuves. Les défenseurs publics dorment au volant. Ils ont juste porté l'accusation à vol qualifié. Jésus, murmura Caleb. Tu veux que je porte plainte? Je veux que tu creuses, dit Marcus. Tout sur la décision du juge Eleanor Vance sanctionne les plaintes, en particulier celles qui ont été enterrées et obtiennent le magasin séquence. S'il y a une copie, je veux qu'elle soit retirée avant qu'il ne la perde. J'aurai besoin d'y accéder. Vous l'aurez. Autorisation de badge. Tout ce dont tu as besoin. Caleb n'a pas demandé plus de détails. Il ne l'a jamais fait. Je serai sur le prochain vol. De retour au palais de justice, cafétéria, Naomi était assise à la même table. Sa mère était sortie pour prendre un appel téléphonique. Son père était allé vérifier dans la voiture. Pendant un bref instant, elle était seule jusqu'à ce qu'un homme en costume bleu marine sur mesure un costume bleu apparut à côté de sa table. Mademoiselle Brooks Naomi leva les yeux. Il avait une 40aine d'années. Il était rasé de près et impeccable. Il avait des yeux calmes. Il ne ressemblait pas aux autres avocats. Il avait l'air d'être n'a pas perdu de temps. Oui. Il a montré une carte d'identité fédérale si rapidement qu'elle a à peine enregistré les détails. Je suis Caleb. Ross Marcus m'a envoyé. Son souffle s'est arrêté. Il s'est assis sans demander. Ouvrit un cahier et en sortit un stylo. Dis-moi tout. Ne laissez rien de côté. Elle a fait. Le magasin. L'accusation. La perquisition. Dans les coulisses, menotte la réservation, la salle d'audience qui ne lui a jamais donné une chance. Caleb n'a pas interrompu, ne l'a pas quitté des yeux, il vient d'écrire. Son écriture était rapide, soignée et méthodique. Ses parents sont revenus au milieu d'une conversation. Son père s'est assis silencieusement. Sa mère hésitait, mais ils restèrent. Quand Naomi eut fini, Caleb se pencha en arrière. « Très bien, dit-il. Voici que se passe-t-il? Marcus retire l'historique fédéral du juge Vance pendant que nous parlons. Je vais déposer une requête d'urgence pour les images de surveillance si elles n'ont pas déjà été effacées, et s'il y a même un soupçon d'inconduite dans son dossier, nous allons le faire exploser. » Naomi cligna des yeux. Et si rien de... Tout cela ne fonctionnait? La voix de Calypsa n'a pas changé, mais le poids a changé. « Ça marchera, dit-il. Tu n'es plus invisible, c'est sur ça qu'il compte. Les gens comme si tu restais silencieux en espérant que ça passe. Mais pas cette fois. 20 minutes plus tard, il était parti.
Mais Naomi est restée assise en silence, longtemps après, à voir. Regardez l'espace qu'il venait d'occuper. Quelque chose en elle avait changé. Pas comme avant quand elle pensait à l'espoir, cela signifiait peut-être que quelqu'un l'entendrait. Cette fois, l'espoir est venu avec un plan d'action, avec quelqu'un qui savait se battre, à l'intérieur du système qui avait essayé de l'enterrer. À Washington, Marcus regarda par la fenêtre alors que la pluie ralentissait enfin. Le téléphone de bureau clignotait en rouge avec des appels manqués. Il s'en fichait. Il a consulté l'historique du dossier de la juge Eleanor Vance et commencé à lire. Le palais de justice n'avait pas changé. Même mur beige, même lumière vacillante, même rythme indifférent des voix et des pas résonnants. Sur les sols, en linoleum. Mais quelque chose était différent maintenant. L'air était plus lourd, plus serré, plus tendu à. Commencé avec le flash des caméras à l'extérieur, les journalistes pressés contre les barricades du trottoir, les microphones. Levés, puis vint le vrombissement sourd d'un SUV noir s'arrêtant devant les marches. Il n'était pas marqué. Aucun détail de sécurité. Juste un homme. Sortant les manches retroussées sans cravate, expression comme du granit sculpté. Marcus Brooks n'avait pas besoin d'un badge, sa présence seule a tout dit. Il a traversé les portes du palais de justice sans ralentir. Le greffier a arrêté de chuchoter, balais redressés leur posture. Même le garde de sécurité au point de contrôle baissa la voix jusqu'à un murmure, tandis qu'il faisait signe lui, par l'intermédiaire de Marcus, n'a parlé à personne sur le chemin. Il n'avait pas besoin de son nom, était déjà arrivé avant lui. Naomi était-elle assise dans la salle d'audience 3B à côté de Caleb en essayant d'empêcher ses mains de trembler? On ne lui avait pas dit que Marcus était venant en personne. Lorsque les portes arrière s'ouvrirent et qu'il entra, les têtes se tournèrent comme si la gravité s'était déplacée. Il ne s'agissait pas de qui il était, mais de ce qu'il représentait. Un pouvoir qui ne pouvait être ignoré. La juge Eleanor Vance leva les yeux, juste au moment où Marcus entrait, sa bouche se serra, sa main se figea sur son marteau. Elle n'était pas habituée à être défiée. Surtout pas comme ça, Marcus. Ne s'est pas assis. Il s'est dirigé directement vers le centre de la pièce. « Votre honneur. » A-t-il dit calmement. « Je m'appelle Marcus Brooks et je représente le ministère de la Justice. » Le silence tomba comme un rideau. Nous sommes ouvrir une enquête sur les tendances systémiques de mauvaise conduite judiciaire dans cette salle d'audience. Il n'a pas élevé la voix. N'avait pas besoin de. Le juge Vance se leva lentement. Sa voix essaya de rester aiguë. Monsieur Brooks, c'est très irrégulier et c'est aussi ignorant les droits constitutionnels, a déclaré Marcus. Toujours calme et stable, nous avons des plaintes documentées, des règlements scellés et un modèle constant de non-respect de la procédure régulière en vertu de vos décisions. À compter d'aujourd'hui, nous examinons tous les dossiers que vous avez traités au cours des 5 dernières années. Elle a essayé de vous interrompre à nouveau, mais la salle ne l'écoutait plus. Les journalistes ont commencé à griffonner des notes. Un greffier du tribunal a chuchoté dans un téléphone. L'un des... Les procureurs restèrent figés avec un dossier à moitié ouvert dans sa main. Naomi pouvait à peine respirer. Cela ne semblait pas réel, j'avais l'impression de voir la marée tourner après des semaines de noyade. Le juge Vance s'est accroché, au banc, essayant toujours de réaffirmer contrôle. Ce n'est pas une plateforme pour le spectacle. Marquez un pas de plus, non menaçant, juste indéniable. Avec tout ce qui est dur, respectez votre honneur lorsque la justice est mal gérée. Le silence n'est plus une option. Vous avez le droit de répondre. Vous n'avez pas le droit d'opérer sans contrôle. Elle ouvrit la bouche pour protester, mais s'arrêta parce que même elle pouvait le voir maintenant. Elle avait perdu la chambre. L'huissier, lui, jeta un coup d'œil inquiet. Son commis ne la regardait plus dans les yeux. Même le procureur adjoint fit un pas en arrière. L'épaule de Vance se raidit, mais sa voix perdit son tranchant. Ce tribunal s'est déplacé à rejeter l'affaire de Naomi Brooks sans préjudice. Pas d'acclamation, pas d'applaudissements, juste silence stupéfait, et puis un son, une seule expiration. De la poitrine de Naomi, silencieuse mais pleine. Elle ne bougea pas, ne sourit pas, n'a même pas cligné des yeux un instant. Elle avait attendu si longtemps pour entendre ces mots rejetés.
libre à côté d'elle. Caleb se pencha. Elle s'approcha et murmura « C'est ta victoire ». Elle hocha à peine la tête. La main de son père lui saisit l'épaule, derrière. Sa mère murmura quelque chose qu'elle ne pouvait même pas entendre, mais cela n'avait pas d'importance. Elle était debout, elle était immobile. Marcus ne resta pas debout. Il se retourna et sortit de la salle d'audience avec la même autorité tranquille avec laquelle il était arrivé. Les caméras extérieures ont clignoté. Les journalistes ont crié des questions, il n'a pas répondu. À l'intérieur, le juge Vance s'est rassis, mais la salle d'audience n'était plus la sienne et elle le savait. Pour la première fois depuis des années, ce n'était pas elle qui tenait le gavel. Était entrée dans la pièce, et il y avait un nom, 9 jours. C'est le temps qu'il a fallu, au juge Eleanor Vance va passer du siège le plus élevé de la salle d'audience. À un nom défilant au bas de chaque chaîne d'information du pays, 9 jours de pression croissante sur les dossiers retirés de colonies, fermées ouvertes, des rumeurs se transformant en gros titres. La déclaration officielle du pouvoir judiciaire, le conseil d'administration est venu discrètement un lundi matin. Le juge Vance a été placé en congé administratif indéfini en attendant une enquête complète. À la fin de la semaine, elle se tenait sur un podium devant sa maison, flanquée de 2 avocats dans un discours bien écrit. Elle ne s'est pas excusée. Elle n'a pas admis sa faute. Elle a appelé cela une chasse aux sorcières. Un coup politique travail, dit-elle d'une voix aiguë et inébranlable. J'ai servi ce tribunal pendant plus de 20 ans. Ce qui se passe ici n'a rien à voir avec justice. Il s'agit d'apaiser le public et de punir la force. Les caméras ont cliqué. Les journalistes ont crié des questions, mais Vansen leur a pas répondu. Elle s'est retournée et est retournée dans sa maison, quittant un pays qui se demandait encore quoi faire d'elle. Mais à l'extérieur de cette porte d'entrée, tout avait déjà commencé à changer. Cela a commencé par les noms. Une par une, les gens se sont avancés. Anciens accusés, défenseurs publics, membres de la famille des condamnés à tort, ils ont porté l'affaire des reçus, des histoires de décisions numériques qui semblaient trop familières. Un garçon, latino de 16 ans, accusé d'avoir cambriolé. Une voiture même, après que des images de sécurité ont montré qu'il était à l'autre bout de la ville. Une mère noire, célibataire, un vétéran de la marine s'est vu refuser la libération sous caution pour une première infraction. Alors qu'il était accusé d'avoir résisté à son arrestation pour avoir demandé pourquoi il avait été arrêté. Les accusés blancs, avec des casiers judiciaires plus graves, ont été libérés le jour même. Il ne s'agissait pas d'incidents isolés, mais de schémas récurrents. Des schémas qui avaient été ignorés, excusés et enterrés sous un langage bureaucratique pendant des années jusqu'à ce que le cas de Naomi soit résolu ouvrir. Les médias n'ont pas hésité. Les segments du journal télévisé du soir ont diffusé des interviews d'anciens commis qui ont admis qu'ils avaient vu le parti pris mais se sentaient impuissants. Les journalistes d'investigation ont découvert des notes internes sur des plaintes contre Vance qui avaient mystérieusement disparu. Un email divulgué a montré à un procureur exprimant son inquiétude quant au traitement disproportionné qu'elle réserve aux adolescents noirs et lui demandant de surveiller son ton. Le silence qui avait protégé Vance pendant des années fut brisé et le bruit de son effondrement résonna bien au-delà de Tempe. Le juge en chef de l'État de Phoenix a prononcé un discours télévisé annonçant un examen approfondi de chaque salle d'audience de Maricopa. Un groupe de travail judiciaire du comté a été constitué, comprenant des avocats des droits civiques, d'anciens défenseurs publics et de juges retraités de l'extérieur du système. « Nous avons échoué », a-t-il déclaré clairement. « Nous n'avons pas remarqué, nous n'avons pas agi. Cela met fin à maintenant. » En quelques semaines, des changements radicaux ont été annoncés. Une formation obligatoire sur les préjugés raciaux pour tous les juges en exercice transparent. Les commissions d'examen des plaintes du public financent les observateurs, indépendants des salles d'audience, et, peut-être plus important encore, nouvelle loi, exigeant que toutes les images de sécurité liées à des accusations criminelles soient soumises à l'examen des 2 parquets, la défense sans exception. Les réformes étaient réelles et tangibles et attendues depuis longtemps. Marcus Brooks a pris la parole une fois lors d'une conférence de presse organisée par le ministère de la Justice. Il ne s'est pas réjoui. Il n'a pas pointé du doigt. Il a seulement dit « La justice ne devrait pas dépendre de qui regarde.
Mais parfois, la seule façon de réparer un système brisé est de le mettre en lumière. Naomi regardait les informations tranquillement depuis son canapé. Les genoux repliés sous elle, une couverture enroulée autour de ses épaules. Ses parents étaient assis à côté d'elle, un de chaque côté, essayant toujours pour traiter tout ce qui s'était passé. Elle n'avait rien demandé, ni les caméras, ni les gros titres, ni le poids de la douleur des autres atterrissant sur ses épaules. Mais au fond d'elle, elle comprenait pourquoi c'était important. Son cas avait commencé quelque chose, et cette fois, c'est le système qui était jugé. La première fois que Naomi a parlé devant une foule après le procès, sa voix tremblait. Ce n'était pas une salle d'audience cette fois. Il n'y avait pas de froid, ni de calme, ni de mur qui la faisaient sentir petit. C'était un gymnase de lycée à South Phoenix. La chaise pliante grinçait, le microphone bourdonnait avant que quelqu'un ne le tape 2 fois et le lui tende. Il y avait environ 50 étudiants dans la salle. La plupart d'entre eux étaient au noir ou latinos. La plupart d'entre eux sont assis avec les bras croisés, les yeux à moitié curieux, à moitié épuisés, comme s'ils avaient entendu trop beaucoup. De discours qui n'avaient pas d'importance. Naomi ne leur a pas fait de discours. Elle leur a dit la vérité. Elle leur a parlé de la journée elle a été arrêtée pour quelque chose qu'elle n'a pas fait, à propos du fait que le juge ne l'a jamais regardé, à propos de ce que ça faisait d'être menotté et humilié, sachant que vous avez tout fait correctement, et que vous avez quand même été traité comme si vous n'aviez pas d'importance. Leur a parlé du silence et de ce qu'il a fallu pour le briser. Certains enfants ont hoché la tête, quelques-uns se sont penchés en avant. La plupart ont juste regardé. Elle ne cligne pas des yeux. Par la suite, lorsque le directeur a ouvert la séance pour les questions, quelques mains se sont levées. Un garçon a demandé si elle voulait toujours être avocate. Elle sourit et dit « oui, maintenant, plus que jamais ». Un autre homme lui a demandé si elle pensait que les choses avaient vraiment changé. Elle n'a pas menti. Elle a dit certaines choses. Mais nous avons encore un long chemin à parcourir. À la fin, alors que les étudiants filtraient une fille peut-être âgée de 8 ou 9 ans, trop jeune pour être dans la salle, mais s'accrochant au bras de sa sœur aînée, elle s'approcha lentement de Naomi. Ses cheveux étaient tirés en arrière en tresses serrées et ses yeux étaient larges. Elle murmura « Oh, tu avais peur ?» Naomi se pencha pour qu'ils soient face à face. « J'étais terrifiée, dit-elle. Mais j'ai quand même parlé. Et tu peux le faire aussi. » La fille hocha la tête une fois, puis... Elle enroula ses bras autour de la taille de Naomi. Naomi la serra dans ses bras, tenant le moment avec ses 2 bras. Elle n'avait pas besoin d'applaudissements. Elle avait besoin de ce câlin. C'était de ça qu'il s'agissait maintenant. Pas de gros titres ni d'interview, mais de connexion. Une voix rencontrant une autre histoire aidant quelqu'un d'autre à trouver la sienne. Dans les semaines qui ont suivi, Naomi a visité d'autres écoles, certaines grandes, d'autres petites parfois. Elle parlait dans les salles de classe, d'autres fois dans les auditoriums. Elle n'utilisait jamais de notes. Elle n'essayait pas d'impressionner qui que ce soit. Elle s'est simplement présentée et a dit la vérité. Et les enfants ont écouté, non pas parce qu'elle était parfaite, mais parce qu'elle avait survécu, quelque chose qui l'a presque effacée et a choisi de ne pas disparaître. La nouvelle s'est répandue. Les enseignants ont commencé à l'inviter à parler à les groupes de réforme de la justice. Les dirigeants communautaires lui ont demandé de se joindre à des forums sur la défense des droits des jeunes. Les parents sont venus la voir discrètement, demandant des conseils sur la façon d'aider leurs propres enfants. Naomi prenait toujours le temps. Pendant ce temps, Marcus travaillait derrière les scènes. 1 mois après l'abandon des charges, il a annoncé le lancement du Brooks Justice Fund, une fondation d'aide juridique pour les étudiants de couleur confrontés à des accusations injustifiées. Lors de la conférence de presse, il s'est écarté et a remis la parole à Naomi. Elle n'a pas parlé longtemps, juste assez longtemps. Elle a remercié les donateurs, a remercié ses parents, elle a remercié tous les enfants qui lui avaient dit qu'ils se reconnaissaient dans son histoire. Puis elle a dit ceci. Tout système qui échoue, échoue, parce que trop de gens détournent le regard. Mais chaque changement que nous faisons commence lorsqu'une personne décide de ne pas rester. Silencieuse selon, personne n'a pas besoin d'être puissante. Il faut juste être courageuse. Elle n'a pas pleuré, mais sa mère l'a fait.
Son père aussi. Plus tard, alors que les caméras étaient emballées et que les gens s'éloignaient, Marcus s'est approché et a remis à Naomi une petite enveloppe. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-il. Il haussa les épaules. « Ouvre-le plus tard. » Elle le fit. Cette nuit-là, à l'intérieur, il y avait une inscription manuscrite lettre, juste 2 lignes. « Tu n'as pas seulement survécu, tu as déclenché quelque chose. Continue. » M. Elle plia. La lettre est-elle l'a placée au fond de son carnet. Il est resté avec elle partout où elle est allée. Le soleil commençait juste à glisser en dessous, l'horizon lorsque Naomi a trouvé sa place sur la plage. C'était calme le long de cette partie de Santa Monica, à quelques de joggeurs, un couple promenant leur chien et le bruit lointain des mouettes qui tournoyaient au-dessus de sa tête. Elle a enlevé ses chaussures et est assise dans le sable frais, tirant ses genoux contre sa poitrine. Son dossier d'admission de l'UCLA était rangé dans son sac à dos derrière elle avec une petite pile de lettres d'étudiants qui lui avaient écrit au cours du mois dernier. Elle y était parvenue demain. Elle emménagerait dans son dortoir. Un nouveau chapitre, un nouveau départ. Mais ce soir, il ne s'agissait pas de début. Ce soir, il s'agissait d'autre chose. Fermeture. Naomi a sorti son téléphone, a regardé l'écran pendant un long moment, puis a fait défiler jusqu'à un numéro où elle l'avait économisé mais ne l'avait jamais utilisé. Elle l'a tapoté une fois, a porté le téléphone à son oreille et a attendu. Il a sonné 3 fois, puis une voix. « Gardez, et bas. » Bonjour. Naomi prit une inspiration. C'est Naomi Brooks. Silence, puis une faible expiration. Tu ne devrais pas appeler ce numéro, ne me prendra. Pas longtemps. Plus de silence que ce que tu veux. La voix de Naomi est restée calme et stable. Je voulais juste tu dois l'entendre de ma part. Elle a fait une pause. Laisse les vagues s'écraser en arrière-plan. Tu as perdu, mais pas parce que tu avais tortu l'été, mais parce que nous avons cessé. D'être silencieux, le juge Vance n'a pas répondu tout de suite. Naomi pouvait entendre le faible bourdonnement de statique sur la ligne, puis la voix de l'ancien juge est revenue rauque, presque amère. « Le monde n'est pas juste, ma fille. » Naomi n'a jamais regardé vers l'eau. Le ciel est maintenant orange foncé et violet. Je sais qu'elle a dit tranquillement. C'est pourquoi je suis toujours debout. Il n'y avait plus rien à dire. Elle a mis fin à l'appel. Pas de drame, pas de mots d'adieu, juste un clic et un silence. Elle laissa tomber le téléphone dans son sac, puis se leva lentement. Ses pieds tout nus s'enfoncèrent légèrement dans le sable, alors elle marcha vers l'océan. La première vague qui toucha. Ses orteils étaient froides, mais elle ne broncha pas. Elle s'avança encore et encore jusqu'à ce que l'eau lui arrive aux chevilles. La brise attrapa les bords de sa robe, souleva ses boucles doucement de ses épaules. Elle ferma les yeux un instant, laissant tout cela l'envahir. Les mois de peur, le reflet de la salle d'audience, l'acier des menottes, l'impuissance qui autrefois lui restait dans la gorge comme une pierre. Tout cela avait-la amenée ici, et elle a survécu non pas intacte, mais intacte. Elle ouvrit les yeux et regarda les vagues. Ce combat n'avait jamais été seulement le sien. Il appartenait à tous les étudiants qui avaient été négligés, à tous les enfants qui avaient été réduits au silence avant même de comprendre ce que signifiait parler. Chaque parent qui avait supplié le monde de voir son enfant comme plus qu'une statistique. Naomi n'avait pas demandé à devenir un symbole, mais elle était devenue une voix, et maintenant elle ne la donnerait jamais. Derrière elle, la plage s'estompait, lentement, avec une lumière déclinante. Devant elle, l'océan s'étendait, le vent et l'infini. Elle en prit un dernier pas en avant et laissa l'eau se précipiter sur ses pieds nus froids et terreux. Elle sourit petit mais réel, puis se tournait, retourna vers le rivage. Chaque empreinte de pas est une marque silencieuse laissée derrière elle, bientôt emportée par la marée, mais son histoire cela ne resterait pas comme un titre, ni comme un avertissement, mais comme un début pour quelqu'un d'autre. Si cette histoire vous a ému, prenez un moment pour réfléchir à ce que le voyage de Naomi nous a vraiment montré, que le silence protège l'injustice, mais une seule voix, quand elle ose s'élever, peut ébranler un système entier. Son courage n'a pas seulement blanchi son nom, cela a ouvert des portes à d'autres qui avaient été négligés, rejetés ou oubliés.
Chez Mr. Mac Stories, nous partageons des histoires comme celle-ci pour se rappeler que la vérité compte, que la justice vaut la peine d'être défendue et que même la voix la plus douce peut faire une différence. Différence quand il choisit de ne pas rester silencieux. Si vous avez trouvé un sens à cette histoire, merci de l'aimer et de la partager avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre et appuyez sur ce bouton d'abonnement pour ne pas manquer le prochain. Votre soutien nous aide de continuer à créer des histoires humaines puissantes qui parlent au cœur et nous ne pourrions pas le faire sans vous. Merci d'être une partie de ceci